La diplomatie est à l'honneur dans cette deuxième convocation de la semaine, convocation pour cette septième session du tribunal de l'actualité. Nous évoquons en effet la diplomatie burkinabé à l'heure de la transition avec notre convoqué du jour, Dr Poussi Sawadogo, directeur général de l'Institut des hautes études internationales. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Serge Mathias Tomondi et je préside cette audience du tribunal de l'actualité sur Truth TV et Watt FM. Les juges au siège sont également en place pour donner leurs clés de lecture sur cette actualité nationale et sous-régionale. Bonjour, juge Vara. Bonjour, président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs, bonjour, juge Bougma. Oui, bonjour, juge Vara, bonjour, président, bonjour, madame, monsieur. Je ne vous ai pas encore dit bonjour, juge Bougma, et bonjour. Oui, bonjour. Et en attendant, on salue également notre convoqué du jour, et en attendant de revenir à lui, eh bien, voici les avant-propos. Juge Vara, on commence par vous. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin? Oui, merci président. Ce qui retient mon attention, c'est la triste nouvelle qui nous est parvenue. 35 personnes tuées. On parle de tant de blessés, hein. Après que il y a eu donc un véhicule qui est sauté sur une mine. On parle de convoi. C'est entre Djibo et Bourzanga. Je pense qu'il était en train de venir sur Ouaga. Donc ça fait vraiment peine à entendre parce que 35 morts, c'est vraiment beaucoup. C'est vrai qu'une seule vie, c'est même déjà assez. Mais dans la turpitude dans laquelle nous sommes, ce sont des nouvelles qui viennent encore nous faire froid dans le dos et puis nous rappeler la triste réalité. Il y a des villes, il y a des zones qui sont coupées du reste du Burkina Faso. Il faut organiser des convois pour pouvoir les ravitailler et ça ne se fait jamais sans danger. Je pense que c'est ce qui nous est rappelé avec ce qui vient d'arriver. Et quelques heures, je dirais comme ça, après le discours du président et son premier bilan, je pense que c'est un genre de piqûre qui vient nous dire que la situation elle continue d'être grave et que beaucoup de Burkinabés sont coupés de leurs frères, attendent qu'il y ait des convois, qu'il y ait des initiatives pour qu'ils soient ravitaillés. On a eu un point de presse il n'y a pas si longtemps dans lequel on nous parlait d'autres Burkinabés qui mangeaient des feuilles. Ça fait mal, ça fait froid dans le dos quand on entend des choses comme ça. Mais c'est notre réalité aujourd'hui. Oui. Et donc, il faut trouver des solutions. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que cette transition soit assez inspirée, bien guidée, fasse le bon choix et qu'on ait un peuple derrière aussi qui puisse aussi accompagner et que les choses se fassent pour le meilleur de tous les Burkinabés. 35 personnes sont tombées. Et là, ça fait vraiment mal. Et c'est une pensée à leur endroit, une pensée à l'endroit de leur famille et puis espérer que les choses iront de la meilleure des façons. Une pensée très pieuse pour ces 35 Burkinabés tombés au cours de cet attentat. Une pensée pieuse pour le Burkina qui est à nouveau endeuillé en ce lendemain de discours du président du Faso. Juge Bernard Bougma, vous avez choisi, vous, de nous parler de quoi ce matin? Alors, mon avant-propos va concerner le cas Olo Mathias Kambou, connu sous le nom de Kamao, donc de ce militant, pour ne pas dire l'un des cadres du ballet citoyen, qui a été effectivement interpellé hier et auditionné, et donc au niveau des locaux de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, c'est un apport des faits qui lui sont reprochés suite à ces publications. Il venait de finir une émission sur la radio Oméga et 7 après ça qu'il a été effectivement interpellé. Donc, voilà. Donc, pour le moment, sa destination est inconnue, mais au moins, c'est qu'il a été auditionné dans les locaux de la brigade centrale de lutte contre la criminalité. Donc, alors ici, c'est une atteinte à la liberté. C'est vrai qu'on peut ne pas partager les mêmes combats ou la façon de le faire parce que aussi... Ni les propos tenus? Les propos tenus parce que c'est des propos qui sont dits là, il faut également le reconnaître. Et ils sont nombreux qui ne partagent pas son combat, qui l'ont interpellé sur ça et même après son arrestation. Donc, il y en a qui ne partagent pas les propos mais qui partagent son combat. D'autres ne partagent pas son combat mais ne partagent pas le fait également de cette entrave à la liberté. Donc là, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est de répondre
Et puis lui-même, il a toujours dit qu'il n'a pas peur de répondre de ses actes et de ses propos. Donc, il les assume pleinement. Ce qu'on demande ici, c'est que ses droits soient respectés, ses droits lui soient lus et soient respectés. Comme il a toujours dit, il assume ses propos. Ce n'est ni plus ni moins que ce que les défenseurs des droits de l'homme également demandent. Parce que ses avocats, ni sa famille ne savent aujourd'hui quelle est sa destination. Et quand c'est ce silence et ce flou, c'est ce qui participe de beaucoup de spéculations et ça peut, je dis bien, aller dans tous les sens. Pour quelqu'un qui a toujours clamé, assumé ses propos, c'est que ce qui est appliqué comme droit soit dit. Parce que la réalité aussi, c'est qu'au Burkina, on est habitué aussi à une façon de faire, que ce soit dans l'un ou dans l'autre camp, et surtout sur le magistère du président Kaboré, nous avons vu les libertés que certains ont pris vis-à-vis des autorités. Parfois des choses indécentes qui sont dites, le procureur n'a pas bougé, la personne en question, il y en a qui se sont plaints, il y en a qui ne sont pas plaints. Donc on est également habitué à cela. Internet, ce n'est pas un espace de non-droit, mais s'il y a des gens aussi qui doivent répondre de leurs faits et gestes et qui les assument, c'est de le faire dans le respect de la loi et ce n'est pas plus que ce qu'on demande. Il faut le rappeler, Internet, ce n'est pas un espace de non-droit. Merci aux deux juges pour leurs avant-propos. Venons-en à présent au sujet enrôlé pour cette deuxième convocation de la semaine au titre du tribunal de l'actualité. Nous parlons aujourd'hui de la diplomatie burkinabé sous l'ère de la transition avec notamment cette double sortie du président Paul-Henri Damiba, d'abord au Mali le 3 septembre dernier, puis en Côte d'Ivoire ce 5 septembre. Et pour en parler, le tribunal de l'actualité reçoit pour vous Dr Poussi Sawadogo. Il est directeur général de l'Institut des hautes études internationales. Docteur Sawadogo, bonjour et merci d'avoir accepté notre convocation. Vous êtes diplomate et spécialiste des relations internationales, auteur d'une quinzaine d'ouvrages qui traitent notamment de la gestion des conflits, de la promotion de la paix, du leadership et du coaching. Vous êtes également le Bousmkobnaba, c'est-à-dire ministre de l'Éducation au Palais Royal de Bousman. Mais avant toute chose et avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque vous allez faire face au juge au siège, le juge Vara l'a souligné tout à l'heure, 35 civils burkinabés sont morts dans un attentat à la mine entre Djibo et Bourzanga, c'était ce 5 septembre, et c'est en effet au lendemain de l'adresse à la nation du chef de l'État. Et selon le bilan établi par le gouverneur de la région, eh bien, 37 autres personnes ont été blessées dans cet attentat. Alors, quelle lecture diplomatique peut-on faire de cet événement, de ce triste événement qui endeuille à nouveau la nation burkinabé? Oui, rappelons effectivement que l'événement est très triste. Il rappelle la situation difficile que traverse notre pays depuis quelques années. Et au plan diplomatique, lorsqu'un pays est frappé par un tel drame, il y a l'expression de la solidarité, de la compassion des autres États et des organisations sous-régionales. Donc, nous sommes frappés. Nous allons certainement avoir à recevoir la compassion, la solidarité des autres pays. Et aussi, ça nous rappelle la nécessité d'établir des collaborations pour pouvoir donc travailler à prévenir de tels drames, parce que ce sont des incidents qui, par le biais de la technologie, on pourrait donc réduire ces genres de situations. Oui, ces situations-là interviennent à un moment où, justement, on appelle à un sursaut collectif. Alors, juge Vara, vous avez en face de vous, donc, docteur Poussi, pour parler de la diplomatie, mais aussi de la situation nationale. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de lui demander en première instance? Oui, c'est qu'on est dans une période de transition. Et on est en train d'observer ce qui est en train de se passer. C'est vrai que le président a fait son bilan il y a juste, moi je dis quelques heures. La question de la diplomatie n'a pas été abordée comme d'autres questions dans toute leur entièreté, comme l'attendaient certains en termes de bilan. Alors qu'on sait que c'est un bon point. C'est un bon point parce que il est quand même, au regard de certains pays, il est des éléments que nous avons pu éviter qui pourraient être dommageables pour notre économie. On parle de restrictions, de sanctions et autres. Aujourd'hui, quel est le regard global? Ce sera ma première question, que vous jetez sur la diplomatie de cette transition-là, parce qu'on a 7 mois en gros.
Oui, bon, la diplomatie, avant tout, c'est un métier qui travaille à préserver, à promouvoir les intérêts d'un État. Et quand on parle d'intérêt, il y a 3 éléments. C'est d'abord la sécurité de l'État, ensuite la prospérité de l'État et enfin la visibilité ou l'influence de l'État. Et lorsque on apprécie la diplomatie du Burkina actuellement depuis donc l'arrivée de l'avènement de la transition, on peut dire que ces 3 intérêts sont restés constants en termes de défense. Les premiers moments, vous l'avez vite constaté, il y avait un problème d'image à préserver, un problème de visibilité à préserver. Et c'est là parce que il y a eu une rupture de l'ordre constitutionnel. Et comme le principe normal, c'est la démocratie, lorsqu'il y a entorse à la démocratie, le regard des autres, notamment dans notre communauté, la CEDEAO, et partant au-delà de la communauté CEDEAO, la communauté africaine à travers l'Union africaine et la communauté mondiale à travers donc les Nations unies, c'est de condamner par principe la rupture démocratique et de rappeler les pays concernés à un retour à l'ordre constitutionnel. Et vous avez vu les efforts qui ont été consentis pour replacer les choses dans un ordre plus ou moins acceptable et d'entamer un dialogue donc avec la communauté et pouvoir donc, comme vous l'avez souligné, éviter la mise à l'écart complète de notre pays à travers donc des sanctions et des restrictions. Donc ce que je peux dire, c'est que la diplomatie au niveau donc du Burkina a essayé de faire comprendre la situation qui prévalait et aussi à faire prévaloir la nécessité, au-delà de condamner un régime ou des autorités, de penser que toute mesure qui pourrait être prise pourrait donc fragiliser davantage les communautés, les populations, parce que déjà quand vous enregistrez presque 1,5 million, 2 millions de personnes déplacées internes, ça veut dire qu'il y a une communauté qui est dans une certaine vulnérabilité, dans une certaine précarité, et des mesures qui viennent sanctionner les pays peuvent précariser davantage la situation de ces personnes-là. Et la CEDEAO, l'Union africaine et les autres ont été assez attentifs à cette situation et ont plutôt pensé accompagner la transition à se mettre sur une bonne route. Et vous avez vu qu'il y avait 2 éléments essentiels sur la table des négociations. Le premier élément, c'était la libération du président Kaboré et ensuite les délais de la transition. Et sur les 2 éléments, avec les interactions entre le Burkina et la CEDEAO, avec l'accompagnement d'autres acteurs, on a pu donc aboutir à la libération du président Kaboré. On a pu arrêter un délai consensuel pour la transition. Donc je pense que l'interaction a permis donc d'aboutir à un consensus. Et c'est ça le travail de la diplomatie. Ça, c'est ça la tâche des diplomates. Donc voilà ce que je peux dire brièvement par rapport donc au bilan de la diplomatie sous la transition depuis donc le 24 janvier jusqu'à maintenant. Alors, très rapidement, est-ce que la diplomatie considère la transition comme une période de crise et est-ce qu'il y a une diplomatie de crise qui se met en place dès lors qu'il y a une rupture de l'ordre constitutionnel? Disons très rapidement. Disons que la question diplomatique est portée par les chefs de l'État et lorsqu'un chef de l'État arrive au pouvoir, c'est lui qui va définir les orientations diplomatiques. Donc à partir de ce moment, les diplomates étant les acteurs qui concourent à la mise en œuvre de la politique étrangère, de l'action internationale de l'État, en fonction de la nature du régime, en fonction des priorités, alors les diplomates portent cette parole.
puisqu'ils ne sont que des porteurs des paroles et des arrangeurs en quelque sorte. Donc, ils vont apporter la forme qu'il faut, ils vont apporter la démarche qu'il faut, ils vont apporter la stratégie qu'il faut, mais la vision est portée par le premier responsable, le chef de l'État. Juge Bogma. Alors, je vois qu'on est dans le vif du sujet sans question de généralité, donc je vais m'y lancer. Alors, en ce qui concerne la diplomatie à ce stade, donc les premiers moments, c'est se stabiliser, travailler à embellir l'image, mais après, on est assis et il y a maintenant d'autres niveaux de défis diplomatiques qui s'offrent à nous. Alors, à ce stade-là, c'est quoi ce qu'on déploie et comment est-ce qu'on engage les choses? Oui, vous savez, quand on observe actuellement, il y a plusieurs acteurs. Il faut savoir d'abord qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention. Il y a non seulement les diplomates d'État qui interviennent, il y a aussi un recul ou un retrait des diplomates qui ne sont pas en activité active, tels que les anciens ambassadeurs qui peuvent accompagner, qui peuvent servir de relais, parce que la diplomatie, c'est un métier de relation. Et nous avons la chance d'avoir un groupe de diplomates à la retraite qui ont constitué une association, qui ont des carnets d'adresses assez étoffés et qui peuvent donc non seulement venir en appui au ministère des Affaires étrangères, aux diplomates en activité, mais aussi directement au chef de l'État ou par d'autres canaux, par d'autres réseaux, permettre le contact facile avec les autres chefs de l'État de la sous-région et puis les responsables des organisations sous-régionales et même continentales et internationales. Donc c'est une mise en mouvement des relations, des réseau qui s'est fait, qui s'organise dans le seul but de préserver les intérêts du Burkina. Et j'ai dit les intérêts du Burkina, tout comme les intérêts de tous les États du monde, se résument à la sécurité, à la prospérité et à la visibilité. Et c'est ce travail-là que tous ces acteurs font. Naturellement, après avoir reçu les instructions du chef de l'État et après avoir fait des analyses et des recommandations. Parce qu'il y a un travail d'analyse pour comprendre le contexte, il y a un travail de réflexion pour pouvoir proposer des solutions conséquentes et des actions pertinentes. Alors, en la matière aussi, il y a parfois des rappels d'ambassadeurs. Oui, nous en avons aussi rappelé. Oui, tout dépend. Comme je vous ai dit, c'est une question de priorité, c'est une question d'orientation. Et je l'ai bien précisé, l'orientation relève donc du chef de l'État. Et c'est lui qui sait à qui confier la mission qui est une mission de porte-parole, une mission de relais. Et l'ambassadeur avant tout une personne de confiance. Donc par conséquent, on peut rappeler certains pour pouvoir repositionner d'autres. Et il y a eu aussi une appréciation de la nature des relations où à un moment donné, on peut juger que pour les temps qui courent, on peut réduire le niveau d'interaction avec l'acteur en face. Donc, on peut rappeler sans remplacer pour le moment, en attendant d'apprécier et de comprendre davantage dans quel sens on peut donc orienter les relations avec cet État ou avec cette organisation. Donc, il revient au chef de l'État, en fonction de sa vision, d'ajuster donc ses interventions, son action à l'international par le canal des diplomates professionnels. Et donc c'est pourquoi que certaines grandes puissances qui traitent avec nous, dont les ambassadeurs que nous avons rappelés, n'ont pas encore été remplacés. Je parle de la France, des États-Unis, le Canada par exemple. Oui, c'est fort possible. Mais leurs ambassadeurs au Burkina? Non. Ou bien nos ambassadeurs qui sont accrédités là-bas? Et qui ont été rappelés, mais jusqu'à présent qui n'ont pas été remplacés. Ça fait un temps quand même. Oui, bon, de toute façon, vous savez, le temps de la diplomatie, c'est comme le temps de la justice.
il ne faut pas aussi précipiter parce qu'on veut précipiter. Il faut trouver la meilleure personne. Et puis, c'est toute une administration. C'est pas parce qu'on a rappelé l'ambassadeur que tout s'est arrêté. Il y a des chargés d'affaires qui reprennent le relais et qui sont dans l'interaction. Et il faut comprendre aussi ce qui s'est passé, la dynamique des relations pour que la nouvelle personne qui sera identifiée, et vous savez, la procédure pour qu'un ambassadeur prenne fonction, il y a d'abord l'identification de l'intéressé et la communication de son nom à la puissance concernée qui en retour l'accepte ou le refuse, et c'est sur cette base que une fois qu'il y a l'acceptation, on peut procéder à la nomination. Donc la procédure est assez longue, donc et par conséquent, bon, c'est pas comme si on veut nommer un gouverneur ou un préfet. Bon, il suffit de gérer au niveau de l'administration territoriale. Mais là, il y a d'abord l'acceptation de l'État, parce que l'État peut dire non, nous ne pouvons pas accepter cette personne au regard de son passé. Et quand c'est le cas, personne n'entendra. On va encore remplacer par une autre personne et entamer de nouveau la procédure. Donc, ce n'est pas aussi diligent que le remplacement d'une autorité nationale. Donc on peut comprendre la lenteur, mais comme je l'ai dit, l'administration diplomatique est toujours là, avec les techniciens qui continuent, avec un chargé d'affaires qui remplace l'ambassadeur et qui peut donc traiter des affaires entre les deux pays. Et l'avantage qu'on a, c'est que les ambassadeurs de ces pays sont toujours là. Donc à défaut d'avoir donc à donner des éléments d'information à notre ambassadeur, leur ambassadeur au Burkina donc continue de travailler pour que le pays en question puisse donc avoir toutes les informations. Oui, juge Farah. Oui, c'est vrai que la chose que vous avez après une question, je disais, d'emblée on peut se dire que notre diplomatie, en tout cas celle sous cette transition-là, a de bons points et a engagé de bons points parce qu'on a évité ce qui est arrivé à certains pays. Mais est-ce que c'est tant la diplomatie qu'il a réussi ou c'est la réalité aussi des postures peut-être qui nous ont avantagés de certains pays frontaliers? Quand je prends le cas de la Guinée, ils étaient un peu dans l'affront avec la CEDEAO. Quand on parle du Mali, par exemple, on est encore un cran au-dessus. Le Burkina était un peu bon élève. Bon élève, coopératif, voilà, coopératif et collaboratif. Voilà. Est-ce que c'est pas plus ça qui nous a aidé plutôt qu'une vraie diplomatie? Oui, bon, je pense que dans une situation comme celle-là, on ne peut pas décider que c'est tel ou tel déterminant qui a plus pesé que tel ou tel autre. Les diplomates, dès les premières heures, étaient en activité. Certainement qu'ils ont fait aussi des recommandations au regard de ce qui se passe ailleurs, et puis aussi par rapport à nos valeurs propres, à nos conduites au niveau national et par rapport à d'autres éléments. Donc les diplomates ne peuvent pas triomphalement dire oui, nous avons conduit une diplomatie, nous avons réussi, mais nous avons contribué certainement à quelque chose. Donc voilà ce que je peux dire, et c'est en toute modestie, en toute humilité, la dynamique diplomatique a aussi contribué à cette situation, parce qu'il y a eu des missions beaucoup plus médiatisées, mais aussi des missions non médiatisées qui ont certainement joué à ce que nous puissions être dans cette situation où nous avons pu donc éviter des restrictions et des sanctions. On a pu éviter donc des restrictions et des sanctions au niveau de la CEDEAO et on espère que ça continue et que les choses se passent bien. L'offensive diplomatique se poursuit d'ailleurs avec la récente visite qu'a effectuée le président de la transition, Paul-Henri Damiba, au Mali. Sous quel prisme on peut placer donc cette visite entre le Mali et le Burkina? Il y a évidemment ces intérêts liés à la situation sécuritaire, mais cette visite est une visite d'amitié et va au-delà de la question sécuritaire. Oui, bon, de toute façon, vous savez très bien que dans la sous-région, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina, nous avons le même défi sécuritaire comme vous l'avez souligné. Et également, ce sont des pays frères qui collaborent depuis donc
plusieurs années depuis les indépendances. Nous avons les mêmes engagements vis-à-vis donc de l'intégration sous-régionale, vis-à-vis de l'intégration africaine. Et aussi nous partageons le même destin économique. Vous vous rappelez, il y a quelques années, entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a donc cette zone qu'on a appelée Korgo, Sikasso, Korgo, Bobo, qui a été perçue comme une zone franche pour le développement économique de ces trois régions-là, afin de mutualiser les efforts et de contribuer donc à une émergence économique. Et aujourd'hui, avec donc la situation sécuritaire qui s'impose à tous ces États, non seulement sahéliens et ouest-africains, il va de soi que établir les dialogues, prendre langue avec le Mali est déjà un avantage. Et je pense que nous ne sommes pas les premiers à faire le pas. Le Sénégal, le président sénégalais était au Mali. Donc, ce qui veut dire que c'est une préoccupation sous-régionale et à travers des concertations, non seulement bilatérales, mais aussi des discussions au niveau multilatéral, nous pouvons donc saisir la quintessence des problèmes et aussi se mettre en mouvement de manière synergique pour pouvoir régler ces genres de difficultés. Juge Bourgoin? Oui, effectivement, avec le Mali, il y a beaucoup à dire. Il y a des Burkinabés qui poussaient pour que le Burkina et le Mali aient une collaboration franche, alors que ce qui est demandé, ce n'est pas que les deux pays, parce que nous sommes les trois qui partageons les frontières où c'est très compliqué. Il y a la zone des trois frontières Burkina, Mali et Niger. Nous partageons 1400 km de frontières avec le Mali, c'est long, alors que nous sommes également dans une situation de transition, les deux pays. Alors, comment est-ce que, dans ces conditions-là, on met cette diplomatie en branle quand on sait que la posture du Niger est différente de celle du Mali, qui est différente également de celle du Burkina Faso. Alors, il y a une pression des populations aussi derrière. Comment est-ce qu'on conjugue ça dans une situation de transition où il y a des attaques terroristes? Oui, je pense que vous l'avez souligné dans la dernière expression, la pression des populations. Sinon, la divergence, c'est la norme en relations internationales. Quand vous prenez les Nations Unies, les contradictions sont exacerbées de telle sorte qu'on se demande même comment ces puissances peuvent s'asseoir ensemble et parler de l'avenir du pays, du monde. Mais c'est toujours comme ça. C'est aussi ça l'intérêt de la diplomatie, c'est de travailler à réconcilier les contraires, à faire de telle sorte que les contraires se complètent. Et pour ce qui concerne le Mali, le Burkina et le Niger, comme je vous l'ai dit, les intérêts nationaux sont les mêmes, c'est les intérêts de sécurité, c'est les intérêts de prospérité et c'est les intérêts de visibilité. À partir du moment où les intérêts sont partagés, sont connus, je pense qu'au-delà des divergences, les nations peuvent collaborer, les nations peuvent coopérer, et c'est ce qui se fait en regardant donc la dynamique actuelle de la diplomatie. Maintenant, la pression populaire, oui, ça aussi, c'est une donne qu'il faut prendre en compte. Et en introduction, vous l'avez dit, les réseaux sociaux, c'est pas par là que tout doit se faire, c'est pas un espace de non-droit, c'est ce que vous avez dit. Je pense qu'aujourd'hui, la dynamique diplomatique aussi est effectivement dans une situation où il y a une forte pression, notamment à travers les réseaux sociaux. Vous vous rappelez donc de cet incident de Lance-Pierre à Kaya. Donc un individu devient une star mondiale tout simplement parce que cet individu a agi de telle ou telle sorte. Vous avez récemment vu, que ce soit au Niger ou au Burkina, des mouvements qui s'élèvent contre certaines puissances en disant que la coopération avec ces puissances ne permet pas d'obtenir les résultats escomptés. Donc il y a peut-être 20 ans, 30 ans en arrière, ça ce n'était pas du ressort des populations, c'était du ressort de l'État et qui est souverain. Mais aujourd'hui, la dynamique a changé. Les acteurs non étatiques ont aussi une influence sur les relations internationales, sur la diplomatie. Et il revient donc aux diplomates de savoir prendre en compte cette nouvelle dynamique et de toujours travailler
de manière professionnelle afin d'obtenir des résultats conséquents. Donc la pression, elle sera toujours là, peut-être encore plus forte, mais il revient à chacun dans le champ qui est le sien de pouvoir donc apporter une valeur ajoutée à son action pour que l'intérêt de sécurité, qui est l'intérêt le plus partagé dans la sous-région, puisse être donc comblé. Alors je peux être d'accord que la contradiction c'est la norme en matière de relation parce que c'est des intérêts qui sont en jeu. Mais s'il s'agit de sécurité où 3 pays sont sous le feu des rampes. Et donc, comment est-ce que, même s'il y a de la divergence, on arrive à s'entendre sur le minimum? Alors que quand on regarde... Surtout que les 3 pays n'ont pas les mêmes partenaires. Exact. Donc, alors que quand on regarde, effectivement, on suit l'actualité, et parfois les propos vis-à-vis des uns et des autres sont durs. On a vu les propos du ministre nigérien des Affaires étrangères vis-à-vis des autorités de Bamako qui a entraîné leur réaction. On a vu également les propos même du président Bazoum qui a irrité les Maliens. Donc, c'est vrai qu'il y a de la contradiction, alors que c'est sur des questions d'intérêt commun, parce que si votre voisin n'est pas en sécurité, chez vous, c'est pas aussi évident. Donc, comment est-ce qu'on arrive, même dans le jeu de la contradiction, à s'entendre sur le minimum? Je pense que c'est ça, c'est ici l'enjeu pour nous, les 3 pays. Oui, je pense que si on prend l'exemple de la visite du président du Faso au Mali, récemment, le ministre de la Défense du Burkina était au Niger, les contacts ne sont pas rompus. Et le travail de fond se fait. Et c'est ça aussi ce qui fait de la diplomatie, parce que en réalité, lorsque de telles situations arrivent, il y a une dynamique diplomatique en souterrain qui essaie de recoller certains morceaux, qui essaie de faire prévaloir la raison sur l'émotion, afin que les uns et les autres comprennent que l'ultime nécessité, c'est de trouver la sécurité pour toute la sous-région et de mobiliser donc les énergies. Et je pense que cette dynamique continue dans la lancée, mais ce n'est pas une dynamique qui est médiatisée à tous les coups. Donc c'est ça aussi, j'ai parlé souvent des réseaux. Vous parlez là de diplomatie souterraine. Naturellement. Ou de diplomatie informelle, ou encore de réseaux qui ne sont pas des réseaux très officiels, mais qui permettent donc de raccorder les choses. Je suivais sur les réseaux sociaux la proposition du président Gbagbo d'utiliser ces réseaux au Mali pour régler le problème des militaires ivoiriens arrêtés. Donc vous voyez, il y a la possibilité d'activer certains réseaux qui ne sont peut-être pas à la portée de tout le monde pour régler certains problèmes qui sont des problèmes majeurs. Donc, et ce sont la plupart du temps des gens qui se connaissent depuis longtemps, qui se sont fréquentés, qui peuvent mettre balle à terre pour pouvoir faire prévaloir la sécurité au niveau de la bande sahélo-saharienne et au niveau de l'Afrique de l'Ouest de façon générale. Oui, juge Vara. Mais quand on regarde, est-ce que nous ne sommes pas dans un genre de non-décision, d'ambiguïté, parce qu'on parle aujourd'hui des relations avec le Mali. Je rappelle d'un rapport qui avait été sorti le 25 mai, c'est Révision stratégique du service extérieur de l'Union européenne. Et ce rapport-là faisait état de ce que le Niger, comme le Burkina, avait demandé qu'il y ait les présences de forces étrangères sur son sol. Aujourd'hui, quand on en parle, au Burkina, on a l'impression que c'est pas à l'ordre du jour. Quand on parle de présence de forces étrangères ici, françaises ou quoi, on a l'impression qu'on tourne. Et lorsqu'on lit le même rapport, les mêmes Européens sont dérangés parce que, courant un peu avant le 25 mai d'ailleurs, il y avait une mission burkinabé au Mali, et il se disait, est-ce qu'on n'est pas en train de s'inspirer d'un genre de rébellion malienne vis-à-vis de l'Europe? Et c'est cette question-là qu'il se posait, parce qu'on n'était pas très clair sur notre position dans ce qui était de la coopération avec eux. Alors que le Mali avait déjà tranché, et le Mali était en rupture de banc déjà avec cette Union européenne. Donc ils étaient assez craintifs sur notre position. Le Niger, ils étaient au stade d'enrôler le sujet au niveau de leur Assemblée nationale. Donc le débat, il était ouvert, il était assumé.
Chez nous, jusqu'à présent, même quand on écoute les explications du Premier ministre qui avait été interrogé, on n'est pas fixé. Ouais. Quand on écoute le discours du président du Faso, on n'est pas fixé. Est-ce que ça met à l'aise une diplomatie? Oui, bon, je pense que la fixation n'est pas forcément une déclaration on est avec qui, on n'est pas avec qui. La position du Burkina est connue. La position est explicite d'ailleurs dans le discours du 4 septembre. Le Burkina s'inscrit dans une logique de diversification de ses partenaires. Donc, si on comprend bien ce que ça veut dire diversification de ses partenaires, on ne rejette personne. Si toute puissance, tout partenaire peut apporter une valeur ajoutée pour que le Burkina retrouve sa sécurité, alors le Burkina collabore avec tout le monde. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi il faut obligatoirement trancher, comme vous le dites. Il n'y a pas à trancher en relations internationales. Les relations internationales, notamment la diplomatie, ce sont les rapports de force et les intérêts. Et par conséquent, il faut analyser profondément ses propres rapports de force, ses intérêts, et puis s'engager. Et dans le cas du Burkina, c'est la diversification des partenaires qui est l'option. Oui, donc, mais excusez-moi, docteur, je suis d'accord avec vous, mais le cas malien, ce n'est pas l'exclusivité de la Russie qu'ils ont fait. Ils ont fait la décision de la diversification de leur coopération. Maintenant, c'est l'allié européen qui a dit que si vous êtes avec X, je ne reste pas. Ça, c'est un fait. Donc, quand le Burkina dit on diversifie, ce n'est pas ça le problème. C'est que quand le Burkina dit qu'ils font l'exclusion de certaines relations tant qu'ils coopéreront avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais nous, on n'est pas en face des mêmes problématiques. Je pense qu'il n'a pas été explicitement dit que si on veut diversifier et être avec tel ou tel, on ne sera pas avec nous. Je pense que jusqu'à présent, nous avons de très bons rapports, de très bonnes relations avec l'Union européenne. Nous avons de très bons rapports avec l'Union africaine. Nous avons de très bons rapports avec le système des Nations Unies. Donc, avec les différents partenaires, nous tenons un langage de vérité, nous tenons un langage constant de la volonté, de la contribution des uns et des autres pour aider le Burkina à sortir de la situation dans laquelle le pays se trouve. La préoccupation du juge Vara, c'est justement, si par exemple le Burkina décide d'être allié à la Russie ou à un groupe russe, est-ce que la France ne déciderait pas, comme elle l'a fait au Mali, de rompre ses relations, ou en tout cas de se mettre à l'écart de la coopération avec le Burkina? Je pense que dans les faits, le Burkina collabore avec la Russie. Dans les faits, le Burkina collabore avec la France. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, dans la dimension de prendre telle ou telle décision, je vous l'ai dit dès le départ ici, ça relève de la volonté du chef de l'État. Et les diplomates sont là pour accompagner la vision, l'option. Et l'option du chef de l'État, c'est la diversification. C'est le dialogue de vérité avec les différents partenaires afin qu'ensemble, ils participent à cette dynamique de sécurisation du pays. Oui, Jules Bougma. Oui, moi d'ailleurs, c'est ce terme diversification là que je ne comprends pas. Parce que nous avons des coopérations avec les 5 puissances qui sont en même temps les 5 grands vendeurs d'armes au monde qui siègent à l'ONU. Nous avons des relations avec eux. Avec les nouvelles puissances, que ce soit la Turquie et autres, nous avons des relations. Donc, on a déjà des partenaires diversifiés. Oui. Maintenant, il y a des partenaires qui disent, si vous êtes avec X, je ne viens pas. Exemple, Chine populaire, Chine-Taïwan. Nous avons voulu diversifier, on a dit à Taïwan de venir, la Chine populaire dit, je m'en vais. Exactement. Quand on a voulu faire venir la Chine populaire, on a dit à Taïwan, vous rentrez. Et donc, c'est une puissance qui dit, si vous, dans votre processus de diversification, si vous voulez aller avec X, moi je ne viens pas. Et comme souvent on ne veut pas froisser, on limite, dit bon, on va diversifier les partenaires. Moi je les vois déjà diversifiés, parce que je ne vois pas un seul. Alors, mais maintenant c'est l'élan de renforcement avec X, c'est avec à quel niveau de collaboration maintenant on veut aller avec X ou Y qui peut froisser l'autre. Et c'est ça
la décision à notre niveau. Sinon, moi, je vois des partenaires diversifiés, docteur. Sauf si je me trompe de lecture. Rapidement, docteur, sur cette question de diversification, où certaines puissances, justement, ne s'impliquent pas tant qu'il y a d'autres partenaires qu'ils jugent opposés ou pas en phase avec leur politique. Oui, je vais me répéter. Parce que je pense que... Vous allez vous répéter, mais en même temps, pour parler pratiquement, on parle beaucoup, en ce qui concerne la Russie, du groupe Wagner qui accompagne certains États, la Centrafrique, le Mali, etc. Et qui pose problème, justement, à la diplomatie française. Oui, bon, nous, on n'a pas cette préoccupation. Et puis, vous savez... en diplomatie, il faut éviter de façon explicite de faire des comparaisons parce que les comparaisons peuvent effectivement établir des situations où vous prenez une position qui peut frustrer un État, qui peut frustrer, alors qu'il faut éviter de frustrer les autres. Et je pense que la posture, et c'est cette posture qu'on a eue avec la CEDEAO, vous l'avez souligné, c'est une posture qui permet de pouvoir dialoguer avec tout le monde, de pouvoir se préoccuper fondamentalement du problème qui est le nôtre, et non pas de la particularité des individualités. Et c'est ça aussi la force d'une diplomatie. Ne pas se focaliser sur l'identité de tel ou tel, sur le comportement de tel ou tel, mais de mettre en avant la préoccupation qui est la préoccupation de la sécurité, la préoccupation de la prospérité, la préoccupation de l'influence. Et chaque État se préoccupe de ces trois enjeux-là et a sa manière de régler ces relations, d'organiser ces relations dans le sens de satisfaire ces triple intérêt. Alors, juge Vara, pour terminer sur ce volet, pour qu'on aborde la dernière visite en Côte d'Ivoire. Oui, moi, ce que le docteur Poussy dit, je suis d'accord. La question de la diversification, mais il y a une réalité, comme je rappelais le rapport du 25 mai, même les Européens se questionnaient sur notre posture et notre position, parce qu'elle est ambiguë. Jusqu'à aujourd'hui, oui, on peut mettre en avant la question de la diversification, mais on est débordé sur la question sécuritaire. Les coopérations viennent nous donner un genre d'oxygène. Le Mali s'est assumé. Le Mali n'a jamais dit qu'il a signé un contrat avec Wagner. Le Mali dit, j'ai accru mes relations avec la Russie, ce qui dérange les Français qui sont partis, et les Européens d'ailleurs. Quand vous prenez le cas du Niger, ils les ont accueillis à bras ouverts, ils ont posé le débat au niveau de leur Parlement. J'ai dit, voilà deux réalités, voilà deux pays qui se sont assumés sur certaines questions. Pour ce qui est du Burkina, jusqu'à aujourd'hui, la question continue de revenir sur la table à chaque fois, et lorsqu'on écoute nos autorités, on les sent mal à l'aise. On met en avant la question de diversification, mais les autres personnes, que ce soit le Niger, qui a accru sa coopération avec la France, qui a une position beaucoup plus renforcée, que ce soit le Mali qui a accru ses relations avec la Russie, personne n'a fermé un autre pays. Ils sont tous dans la même diversification dont nous parlons aujourd'hui. Ouais. Maintenant, nous, quelle est l'option majeure que nous faisons? Avec qui est-ce qu'on accentue la coopération? Parce que celle militaire aujourd'hui, elle a besoin, pour ce qui est de l'offre domestique, d'avoir un bol d'oxygène venu d'ailleurs. Ça, c'est une réalité. Mais on a l'impression que sur ce sujet-là, on est toujours en train de tourner en rond, on ne veut pas s'assumer. Ça, c'est une réalité. On ne veut pas s'assumer, docteur Poussy. Quelle est notre accroche sur ce plan diplomatique? On décide comment, on prend quelle posture, quelle position par rapport à toute cette situation. Oui, je dirais que ça sera la posture que le chef de l'État voudra prendre. Donc jusque-là, on ne sait pas quelle est la posture que le chef... Oui, on vous a dit, la posture, elle est claire, c'est la diversification. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en plus? Moi, je n'ai pas... Est-ce qu'on n'a pas de partenaires diversifiés, docteur? Elle n'a pas été répondue, cette question. Tous les pays ont des partenaires diversifiés. On est déjà dans la diversification. Mais la diversification, c'est une dynamique, c'est un élargissement. Donc, diversifier, est-ce qu'on a les relations avec les 193 pays
qui sont représentés aux Nations Unies. Là, il va falloir de l'augmentation du nombre de pays, mais pas une diversification. Parce on a des partenaires déjà diversifiés, qui ne partagent même pas les mêmes points de vue par rapport au combat, et même à l'ONU, qui se contredisent là-bas. Donc, maintenant, si on dit on va augmenter le nombre de pays amis, ou avec qui on va signer réellement des coopérations, je peux comprendre. Mais j'ai demandé une clarification de ce terme diversification. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas, parce que moi, en tout cas, je ne la comprends pas bien. D'accord, ok. Je dirais tout simplement que je voudrais juste ajouter que la question qui est soulevée, c'est une question de défense, c'est une question de sécurité. Ce n'est pas exclusivement une question de la diplomatie. Donc, le diplomate que je suis ne peut pas trancher. Il faut certainement des contributions multisectorielles pour pouvoir donc vous apporter une rencontre. Donc, la prochaine fois, vous pourrez peut-être convoquer à votre tribunal d'autres acteurs et c'est cette contribution sécuritaire de l'affaire. Exactement. Donc, vous comprenez de la diversification. De la diplomatie. Oui, mais la diversification, je vous ai dit, ça peut prendre l'élargissement, ça peut être l'augmentation et la notion peut être dynamique. Donc, à partir de ce moment-là, on se comprend. Et on peut donc avancer. Évoquons à présent cette visite donc, du président d'Amiba en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où justement, avec le Burkina, il est question à la fois de sécurité, de coopération. Il est aussi question de l'agenda de la transition. Sous quel signe ou comment est-ce qu'on peut interpréter cette sortie du président d'Amiba en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on le range aussi dans le panier des bons points de la diplomatie burkinabé? Oui, vous savez, un ambassadeur burkinabé et un ambassadeur ivoirien accrédité au Burkina il y a quelques années disait que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est un mariage avec interdiction de divorce. Donc, si on s'inscrit dans cette logique, quelle que soit la situation, la Côte d'Ivoire est un partenaire indispensable du Burkina Faso. Parce que nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par la géographie. Et vu sous cet angle, il peut y avoir des contradictions dans notre marche dans le temps, mais il ne peut pas avoir de rupture complète entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et ce qui touche la Côte d'Ivoire touche le Burkina et vice-versa. Donc, à partir de ce moment, il y a naturellement une coopération bilatérale dense dans tous les secteurs. Vous avez vu avec la crise ivoirienne comment l'économie burkinabé a souffert, comment les communautés burkinabées ont souffert. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer du Burkina. Et c'est le seul pays avec lequel le Burkina a un traité d'amitié et de coopération. Donc, par conséquent, je pense que ça rentre dans cette dynamique-là où il faut s'inscrire dans une logique d'interdépendance, dans une logique de fraternité, dans une logique d'espace partagé. Donc, si on comprend ça dans ce sens, on peut bien comprendre qu'ils vont se donner la main pour se donner des idées, pour se donner donc des moyens pour pouvoir donc préserver les intérêts de cet espace partagé ivoiro-burkinabé. Juge Vara, quand on lit le communiqué qui retrace un peu les échanges et tout, il est rappelé déjà dès le début que le président d'Amiba a remercié donc le président Alassane pour l'accompagnement et le soutien dont le Burkina a bénéficié depuis les événements du 24 janvier, notamment avec la CEDEAO. Donc là, je pense qu'on parle parce que là, le Burkina, dès qu'il y a coup d'État, on connaît le protocole. Vous êtes, on va dire, suspendu et donc quand il y a des instances, vous n'êtes pas convoqué, vous n'y participez pas. Donc on va dire c'est les autres pays qui décident pour vous. Est-ce que sur ce chapitre-là, pour ce qui est de 7 mois, de ces éléments qu'on a dû éviter, la Côte d'Ivoire a été pour beaucoup? Oui, je pense que, vous savez, dans une communauté régionale comme la CEDEAO, il y a toujours des membres leaders. Et par conséquent, pour ce qui concerne en tout cas la zone francophone de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire fait partie des leaders
dans cette communauté de la CEDEAO. Donc, il va de soi que si votre cause est portée par un membre influent, ce membre influent peut faire bouger les lignes en votre faveur. Donc, il faut faire la lecture dans ce sens. Et comme je l'ai dit, ce qui est douloureux pour le Burkina l'est également pour la Côte d'Ivoire. Oui, juge Bougma. Oui, parce que la Côte d'Ivoire, c'est très stratégique. D'abord, il y a eu quelques incursions terroristes sur ce sol, et puis c'est un long partenaire commercial et tout du Burkina Faso. Même sur les remous politiques, on a également le TAC, le traité d'amitié et de coopération. Et comme nous sommes dans une logique de transition, je ne crois pas qu'elle pourra tenir. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est en juillet de chaque année. Le mois de juillet est passé, on n'a pas eu les TAC. Alors, peut-être qu'on n'aura pas les TAC durant cette période de transition, comme pendant la crise ivoirienne aussi, il y a eu un TAC qui a manqué. Voilà. Donc, mais maintenant, dans une situation de transition comme la nôtre, quel peut être également l'appui de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec la Côte d'Ivoire? Oui, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on peut avoir avec la Côte d'Ivoire? On a déjà le soutien de la Côte d'Ivoire qui a été exprimé à travers ce voyage. Et vous voyez que les deux premiers pays visités, c'est le Mali et c'est la Côte d'Ivoire. Le Mali parce qu'on partage une préoccupation sécuritaire commune. La Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, c'est un partenaire historique, c'est un partenaire... c'est le même espace en réalité. Est-ce qu'il y a une famille burkinabé qui n'est pas représentée en Côte d'Ivoire? Est-ce que beaucoup d'Ivoiriens vivent au Burkina? Donc, cette connexion entre les deux territoires fait que on gagne tout avec la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire aussi gagne tout avec une stabilité au Burkina Faso. Parce que s'il y a une forte instabilité au Burkina Faso, peut-être qu'on n'a pas fait le point avec les PDI et tout ça, mais vous savez que c'est beaucoup, quand vous faites l'inventaire, c'est beaucoup d'enfants et de femmes qui sont dans les camps. Vous croyez que les hommes sont où? Certainement, une bonne partie de ces hommes sont partis en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que il y a une pression aussi qui va se faire sur la Côte d'Ivoire, et par conséquent, il est de l'intérêt de la Côte d'Ivoire d'aider le Burkina Faso à sortir de cette situation difficile. Et vous avez aussi souligné les incursions. Si le Burkina Faso tombe, c'est sûr que la Côte d'Ivoire et les autres pays côtiers vont aussi tomber. Donc, ils ont conscience, et c'est ce qui a prévalu d'ailleurs à la mise en place de l'initiative d'Accra pour pouvoir aider à réfléchir ensemble en dehors de cette structure qui existait, qui s'appelait G5 Sahel, qui est maintenant presque inopérante. Il faut donc trouver des alternatives pour pouvoir donc sécuriser toute cette zone et éviter que l'insécurité n'avance vers donc la côte. Donc voilà ce que gagne le Burkina, voilà ce que gagne la Côte d'Ivoire. Les deux pays gagnent en sécurité si ils se donnent la main. Rapidement, justement. Oui. Justement, tout à l'heure, Bernard évoquait un élément, c'est le TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et lors des derniers TAC, pas sous la transition, il était évoqué la question de la frontière. Jusqu'à aujourd'hui, voilà une frontière qui continue d'être fermée. Est-ce que ce n'est pas l'échec aussi de notre diplomatie? Bon, est-ce que dans l'espace, après la fermeture des différentes frontières en raison de la crise sanitaire, les pays, au lieu de les réouvrir de façon coordonnée, ils sont allés l'un après l'autre, mais jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas réouvert ses frontières. Avec le Burkina. Avec le Burkina. Oui, bon, je pense qu'il ne faut pas imputer cela seulement à la diplomatie. Tout comme on l'avait évoqué, quand il y a des acquis, il ne faut pas imputer cela seulement à la diplomatie. Quand il y a moins d'acquis, il ne faut pas l'imputer seulement à la diplomatie burkinabé. Nous sommes d'abord dans un espace comme l'IMOA. Donc, c'est des discussions qui doivent se mener au sein de cet espace. Nous sommes dans un espace comme la CEDEAO. C'est des discussions qui doivent se mener à ce niveau-là. Donc, parce que si ces discussions ne se mènent... La Côte d'Ivoire n'a pas seulement une frontière avec le Burkina. La Côte d'Ivoire a des frontières avec les autres pays. Donc, ça doit être discuté à tous ces niveaux-là pour pouvoir trouver qu'est-ce qui bloque et puis pouvoir donc débloquer.
Mais imputer cela simplement, et puis je l'ai évoqué comme on le disait par rapport à la sécurité, par rapport à la défense, la question de la frontière n'est pas seulement une question diplomatique. Donc c'est une question qui dépasse la question diplomatique. Donc il faut aller voir comment des acteurs pluridisciplinaires, plurisectoriels peuvent s'asseoir et puis travailler à cela. Mais au-delà de ça, bon, effectivement, il peut y avoir un dialogue direct entre les premiers responsables de ces pays-là pour gérer aussi la question. Parce que la question peut être gérée au haut sommet si vraiment c'est une dynamique qui doit être faite. Donc, tout compte fait, c'est des situations sur lesquelles il faut encore réfléchir et puis trouver des solutions pour permettre aux populations de pouvoir se mouvoir comme l'indiquent les textes de la libre circulation des personnes et des biens, que ce soit les textes de la CEDEAO, que ce soit les textes de l'UEMOA. Vous voyez que ça se situe à un niveau beaucoup plus plurinational qu'à un niveau national. Alors, le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Il faut dire que dans cette sortie du président Paul-Henri Damiba en Côte d'Ivoire, il a été réaffirmé que l'agenda de la transition sera respecté au Burkina et que cette transition doit déboucher sur des élections pour un retour effectif à l'ordre constitutionnel normal. Eh bien, c'est la fin de cette convocation du tribunal de l'actualité, la deuxième de cette semaine. Merci, juge Geoffroy Bara. Merci. Merci à vous aussi, juge Bernard Bougma. Merci. Merci à tous et on remercie notre convoqué du jour, Dr Poussi Sawadogo, directeur général de l'Institut des hautes études internationales. J'espère qu'on aura l'occasion de vous rappeler pour avoir des précisions sur d'autres thématiques diplomatiques. Merci à tous ainsi qu'à l'équipe de réalisation conduite aujourd'hui par Aimé Zoundi. Moi, je m'appelle Serge Mathias Tomodi. Je vous retrouve demain pour un nouvel examen de faits têtus qui seront toujours jugés avec rigueur et sans complaisance.